L'émission qu'on vous propose est une sonde lancée dans vos esprits. Vous allez capter des signaux différents selon la nature et la position de votre poste récepteur. Ces signaux seront de nature dite ésotérique, c'est-à-dire qui s'adressent à ce qu'il y a de plus intérieur en vous. Et par extension, ésotérique veut dire aussi réservé à un petit nombre de disciples. Mais vous n'avez pas l'impression que le cercle des disciples ne cesse de s'agrandir? C'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui entreprennent des démarches sérieuses, profondes, spirituelles, pour trouver des réponses à leurs questions. Ils ne veulent pas de réponses toutes faites ou dogmatiques. C'est peut-être dû au fait que l'éducation, l'instruction sont devenues de plus en plus accessibles à tous. Il y a aussi les communications qui font maintenant qu'on vit dans un univers beaucoup moins clos. Alors, il en reste pas moins qu'en général, les stimuli qui nous sont lancés s'adressent à nos 5 sens, à nos émotions, à notre mental, donc à notre logique. Mais s'il y avait un 6e sens, si c'était possible d'assumer nos émotions puis même de les transcender, s'il fallait faire taire un peu notre mental pour que s'exprime notre intuition, notre imagination, notre voix intérieure, si on n'avait qu'un tout petit voile à soulever pour entrevoir une autre réalité. Bon, la science, me direz-vous, étudie la réalité, d'accord, mais il y a des phénomènes qui sont difficilement explicables scientifiquement. Je pense, par exemple, à des contacts qu'on peut établir avec des entités disparues ou non terrestres. Il y a également tous ces phénomènes de voyance, de médiumnité, de prémonition, de pressentiment, de déjà vécu. Cette expérience aussi qu'on peut faire, des fois avec nos rêves, une projection astrale ou une mort clinique. Que penser de ces gens qui peuvent ressentir l'énergie des autres, également l'énergie qui se dégage de certains endroits ou de certaines matières, des pierres et des cristaux notamment. Mais comment les aborder, ces phénomènes-là? Est-ce qu'ils ont un sens en eux-mêmes? Est-ce qu'ils seraient un peu comme des espèces de prémices, si vous voulez, qui nous permettent d'avancer, de nous mettre sur le chemin de la connaissance? Qu'en pensent ceux qui ont vécu ces phénomènes et ceux qui ne les ont pas vécus? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir vécu ces phénomènes pour avancer sur le chemin de la connaissance? Tous les êtres humains ont en eux des ressources insoupçonnées, inutilisées. La plupart ne les développent pas. Un petit nombre en développe une partie, et seulement ceux qu'on appelle les maîtres les ont développés complètement. Vous savez, les chemins de la sagesse sont multiples, mais ils semblent tous arriver au même point, c'est-à-dire à l'éveil de la conscience, à la mort du moi au profit de l'éveil du soi, de ce qui est. C'est comme s'il nous fallait apprendre à mourir, à la voir, si on veut renaître à l'être. C'est du moins le chemin que nous ont toujours proposé les grands maîtres. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'expérience de la mort? Est-ce qu'on se retrouve subitement plongé dans la noirceur totale, un peu comme si on avait débranché le courant? Ou est-ce qu'on tomberait pas, peut-être, sous l'influence d'une autre génératrice, d'une génératrice d'urgence qui fonctionnerait au niveau de l'énergie cosmique? De tout temps, les êtres humains ont cherché, évidemment, à percer ce fameux mystère de la mort. Au cours des dernières décennies, peut-être justement grâce au progrès de la science médicale, il y a eu des expériences intéressantes qui ont été faites parce qu'on a réussi à réanimer, à ressusciter en quelque sorte des gens qui étaient considérés comme cliniquement morts. C'est ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Avant de vous présenter tout à l'heure une personne
qui écrit là-dessus et qui fait des recherches. Voici maintenant quelqu'un qui n'a pas vécu une expérience de mort imminente, mais plutôt une OBE, une out-of-body experience, si vous voulez, une expérience extra-corporelle. Louise Deschâtelet. Bonsoir, Louise. Bonsoir, Yves. Louise, on va aller directement au fait. Il est arrivé quelque chose à la suite d'un traumatisme. Il vous est arrivé une expérience assez inhabituelle, disons. Comment ça s'est passé? Tout d'abord, le fait lui-même, ça s'est passé au théâtre. Je suis tombée dans une trappe de scène au Théâtre Capitole à Québec, il y a de ça 25 ans. Donc, je suis tombée de 20 pieds de haut et je ne me suis réveillée complètement que 8 jours plus tard. J'ai eu de multiples fractures, l'omoplate, les 12 côtes, le bassin du côté droit et ça a perforé le poumon droit. J'ai été 4 jours dans un coma complet et 4 jours dans un semi-coma, comme on m'a expliqué par la suite. Ce qui m'est arrivé de particulier, c'est que au tout début du coma, on a été obligé de mettre un drain pour que je puisse respirer, pour nettoyer les poumons et que je puisse respirer. Oui. Et le médecin qui me soignait a décidé de ne pas faire une trachéotomie, étant donné que j'étais comédienne et que ça pouvait laisser une cicatrice. Donc, il a dit, il m'a raconté ça après, on va ouvrir sur le côté, on va mettre un drain. Donc, j'ai été sur une table d'opération pour entrer le drain, faire le trou et coudre. Oui. Et la première expérience de moi, en dehors de mon corps, si je peux dire extracorporelle, s'est passée au moment où ils ont mis le drain. Moi, j'ai vu d'abord, dans mon coma, j'ai vu le médecin et les personnes, les autres médecins qui étaient avec lui, parce que c'était un professeur, le docteur Gravel, à cette époque-là, il est décédé maintenant. Et donc, ses étudiants étaient avec lui. Je les voyais devant moi, au-dessus de moi, et lui, je le voyais expliquant. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je le voyais expliquant ce qu'il faisait et ouvrant, mettant le drain et cousant. J'ai également vu, je pense que c'est à ce moment-là que je suis sortie d'en dessous pour être par-dessus moi-même. Oui. Je l'ai vu coudre avec du fil noir. Il a cousu le tube avec du fil noir, il a cousu ça après ma peau. Pendant le coma et même après le coma, je me disais toujours, pourquoi est-ce qu'il coud avec du fil noir? S'il cousait avec du fil blanc, ça serait plus beau, ça serait la couleur de la peau. Première expérience. Deuxième chose, j'ai vu par exemple que ce médecin-là, il portait des chemises et des cravates extrêmement colorées. Il y a 25 ans, c'était très rare. Tous les médecins étaient habillés en blanc. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui se promènent aujourd'hui avec ce genre de vêtements-là. Je ne crois pas. Mais moi, je me disais, quand il va venir dans ma chambre, je vais au moins le revoir et je vais voir si j'ai imaginé ça ou pas imaginé ça. Et effectivement, la première fois qu'il est venu dans ma chambre et que j'ai été dans un état assez réveillé pour le voir, j'ai constaté que je n'avais pas rêvé ça. Donc, dans mon coma, j'ai vu cet homme-là, j'ai vu ses chemises, j'ai vu la façon dont il m'avait cousu et j'ai vu avec quel type de fil. Quand il est venu enlever les points, j'attendais qu'il les enlève pour les voir, parce que j'ai jamais osé lui dire, vous m'avez cousu avec du fil noir, jusqu'au moment où il a enlevé les points et j'ai dit, j'ai donc pas rêvé, vous m'avez cousu avec du fil noir, pourquoi vous l'avez pas fait avec du fil blanc? Il dit, qui vous a dit que je vous avais cousu avec du fil noir? Ben, j'ai dit, je l'ai vu. J'ai également vu une autre... Je suis un peu décousue. Non, non, c'est parfait. Non, non, on parle de film. J'ai également vu une autre affaire. Pendant le coma, comme je jouais pour le TNM à ce moment-là et que Yvon Dufour était membre de la compagnie et qu'il vivait à Québec à cette époque-là, il était venu me voir à l'hôpital. Et il m'avait apporté une fleur de carton dans une bouteille de 7-Up, pour ne pas faire de publicité, une bouteille toute tordue. Et moi, je l'ai vu, ça. Alors que vous étiez dans le coma? Alors que j'étais dans le coma, parce qu'il est venu la deuxième journée. Quand je me suis éveillée, j'étais aux soins intensifs à l'Hôtel-Dieu de Québec. Un jour, il y a un médecin qui est entré dans la salle des soins intensifs et qui a dit à la religieuse qui s'occupait de moi, « Oh mon Dieu, la drôle de bouteille! » Et là, j'ai hurlé, paraît-il. Moi, j'avais l'impression de parler normalement. J'ai crié, « C'est à moi, cette bouteille-là! » Parce que dans mon sommeil, moi j'appelle ça un sommeil, dans mon coma, je la voyais, la bouteille. Donc, je l'ai vue, cette bouteille-là, quand on est venu me l'offrir. Et je n'osais pas demander à la religieuse, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une bouteille de 7-Up tordue avec une fleur en carton? Je veux dire, c'est complètement ridicule. Et dès
que la sœur m'a entendu hurler, elle m'a dit, fâchez-vous pas, Madame Deschâtelet, on va vous la donner, c'est vrai qu'elle est à vous. Alors, quand le médecin est reparti, j'ai dit à la sœur, pouvez-vous venir me la montrer? Parce que moi, je ne pouvais pas bouger. Oui. J'étais complètement immobile dans mon lit, je pouvais à peine tourner la tête. Alors, elle est venue, elle me l'a montré, et je me suis dit, donc, je ne l'ai pas rêvé. Quelle expérience, Louise, en conclusion, vous avez pu tirer de cette expérience-là? Moi, je me suis toujours dit par la suite que des gens qui ont l'air de dormir à côté de nous, ou qui sont dans un coma, ou qu'on dit mort ou en train de mourir, moi, je me suis toujours méfiée de dire des choses ou de faire des choses qui pourraient déplaire ou qui pourraient faire peur à ces personnes-là, parce que j'ai toujours eu l'impression que les gens n'étaient jamais partis. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons accueillir quelqu'un qui écrit et qui a fait de la recherche justement sur ces expériences de mort imminente. Voici M. Bernard Bélan. M. Bélan, ce que Louise a vécu n'est pas donc une expérience de mort imminente, mais disons une expérience extracorporelle ou une décorporation. Exactement. La distinction qu'il faut faire, c'est que une EMI ou NDE, ce qui est plus connu chez les gens, c'est quelqu'un qui a été déclaré mort cliniquement. Oui. Donc, qui a vécu une expérience bien particulière. Ce que Mme Deschâtelet a vécu, c'est plutôt ce que les chercheurs appellent OBE, Out of Body Experience, une décorporation. C'est similaire, mais la personne n'a pas vraiment été morte. D'accord. On a beaucoup parlé de ces phénomènes, surtout suite à l'apparition du livre du Dr Moody aux États-Unis, La vie après la vie. Est-ce que l'apparition de ce livre-là a donné lieu ensuite à des recherches, notamment aux États-Unis, là-dessus? Parce que c'est un livre quand même qui sortait beaucoup des sentiers battus. Oui, qui est sorti effectivement des sentiers battus. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la suite de la publication de ce livre-là, il y a des chercheurs qui sont regroupés dans une association pour effectuer effectivement des recherches. Par la suite, des chercheurs français ont voulu faire la même chose, et c'est comme ça que IANS, International Association for Near-Death Studies, l'association des études pour des états proches de la mort, est née. Aux États-Unis, il y en a au Québec également. Il y a maintenant une section au Québec. Aux États-Unis, il y a des chercheurs comme le Dr Sabom, qui est un cardiologue, qui effectue des recherches sur la décorporation. Il y a le Dr Ring, qui est probablement le plus célèbre, qui a été capable de diviser en étapes le phénomène, qui a vraiment étudié de façon bien particulière à l'Université du Connecticut. Justement, M. Bélan, quelles sont les étapes à ce moment-là d'une expérience de mort imminente? L'expérience commence inévitablement toujours par une acceptation de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un abandon total. Il n'y a plus de résistance à la mort. De là, il y a habituellement le phénomène de décorporation. Il peut être un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard, mais c'est toujours ou à peu près dans la séquence, l'abandon, puis la décorporation. Cela se fait de façon différente, bien sûr. Il y a des gens que la sortie du corps est très rapide, d'autres, c'est très lent. Certains vont demeurer dans la pièce où ils sont au bloc opératoire, d'autres vont voyager. Mais vraiment, ils vont aller voir leurs parents, ils vont aller voir des gens. C'est vraiment assez particulier et c'est très personnel. Par la suite, il y a ce qu'on appelle l'entrée dans le tunnel, où c'est pas vraiment un tunnel, c'est un petit peu un passage qui est sombre, très sombre. Et au bout de ce tunnel, il y a une lumière qui apparaît. Et lentement, la personne s'avance vers cette lumière. Et souvent, les gens, quand ils nous parlent de lumière, ils vont toujours nous dire lumière avec un grand L. C'est pas une lumière comme on a ici en studio, c'est vraiment quelque chose d'irradiant. Et là, selon les gens, souvent ça s'arrête là. Il faut dire que la plupart des gens qui ont vécu une EMI, c'est à peu près là. Avec ces étapes-là. Oui. Quelle serait la suivante? La suivante, c'est on arrive à la lumière. Là, bien sûr, il y a différents phénomènes qui se passent. Certains vont rencontrer quelqu'un qui est décédé. D'autres vont rencontrer un ange ou un être supérieur, suprême.
d'autres vont rencontrer selon leurs croyances, parce qu'il faut bien dire qu'on traîne toujours notre subjectivité, Oui. notre monde symbolique. On arrive donc on a des comptes rendus de gens qui ont rencontré le Christ, donc Bouddha. Donc, ce sont... il y a souvent une rencontre. On va en fait à la rencontre de notre absolu, finalement, quelque part. Et par la suite, il y a encore des sous-étapes, mais par la suite, on arrive à la fusion avec la lumière. Ce sera à peu près les 5 grandes étapes. Bien sûr, il y a des sous-étapes. Ça doit faire bizarre quand on est rappelé subitement qu'il faut retourner dans notre corps. Les gens qui ont vécu ça doivent être dans un état de choc assez longtemps. Puis est-ce qu'ils osent en parler? Non, c'est un état de choc. Puis je pense que... Et le seul fait que, par exemple, Mme de Châtelet a dit ça fait 20 quelques années, que je sache, c'est pas tellement connu. C'est peut-être un peu connu, mais je veux dire... Mais ce qui arrive, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de gens. Les gens ont peur d'en parler. Pourquoi? Parce que la science n'y croit pas vraiment. On leur dit que c'est les médicaments qu'ils ont fabulés. Certains sont même fait passer pour fous. Enfin, c'est très difficile. Extrêmement difficile. Et les gens sont portés à garder ça pour eux. C'est pourquoi Yann du Québec existe, par exemple, Yann pour du Québec essayer existe, comme d'autres... de répondre à des questions des gens, des fois. Pour aider les gens à, dans un premier temps, s'exprimer, avoir le droit de prendre la parole sur cet événement qui fait, pour beaucoup, ça devient leur vie. Ce n'est plus juste une expérience. Louise et Bernard, merci beaucoup d'avoir pris la parole avec nous. Merci. Merci. Il y aurait des entités qui n'ont plus de corps physique, qui auraient atteint aussi un certain niveau d'évolution, qui chercheraient à communiquer avec nous et qui s'expriment par le canal de certains êtres humains. C'est ce qu'on appelle du channeling. C'est le cas d'une entité nommée Penda et qui s'exprime à travers Normand T. Penda, bonsoir. Mes salutations célestes, très belle entité, maître. Penda, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui vous incite à communiquer avec des êtres humains? Cela est simple, merveilleuse entité. C'est bien l'amour. Et aussi de vous faire connaître votre divinité, votre Dieu inconnu qui se cache à l'intérieur de vous. Voilà. Est-ce que tous les êtres humains peuvent avoir accès à la rencontre d'entités comme vous et découvrir une forme de sagesse qu'on a peut-être oubliée? Cela est juste. Tous les êtres vivant sur ce plan peuvent avoir cette opportunité de communiquer ou d'entretenir une communication avec les êtres invisibles. Encore faut-il être ouvert et réceptif, ce genre de choses. Vous nous parliez tout à l'heure, Penda, d'amour. Est-ce que, quand vous venez parmi nous, est-ce que vous avez un message particulier que vous aimez nous donner, nous laisser, sur lequel vous voulez nous faire méditer? Bien sûr, une très belle entité. Ce message est simple, précis et divin. Je désire vous dire que vous êtes tous Dieu, que vous êtes tous divins.
Simplement, vous avez oublié ceci. Vous avez oublié votre divinité au fil des heures, des siècles. Je suis celui qui vous enseigne et vous apprend à vous à aimer ce que vous êtes d'abord. Car tout commence par soi. Tout. L'amour de soi est infini, grandiose, splendide, harmonieux. Je désire parler à l'humanité. Je suis un donneur d'outils, un donneur de clés, pour que vous puissiez ouvrir les portes de votre jardin d'Éden, de votre royaume. Il n'y a pas seulement la peur ou l'angoisse qui plane sur cette terre, sur cette émeraude, ce joyau. Il y a l'amour, et l'amour règne encore sur ce plan. Voilà. Penda, est-ce qu'il y a de nombreux plans de vie? Est-ce qu'il y a d'autres plans de vie que celui qu'on connaît ici sur Terre? Très juste. Merveilleuse entité, splendide entité. D'autres plans, d'autres dimensions, à d'autres fréquences, à d'autres vibrations existent. Ceci est infini. Est-ce que notre vie est éternelle? Est-ce qu'on a plusieurs vies? Qu'est-ce que le mot éternel pour vous, très belle entité? Qui dure toujours? Vous êtes infini, éternel, comme vous le dites si bien. Vous êtes une puissance majestueuse. Regardez à l'intérieur de vous et tout ce que vous cherchez se trouve dans votre jardin, votre royaume. Tout. Rien ne sert de puiser vos recherches dans des autres entités, bien dans vous, dans votre intérieur, dans votre âme. Vous connaissez l'âme. Vous savez où elle se trouve. L'âme se trouve dans la cavité de votre cœur. Vous savez, cet organe que j'appelle moi-même une pompe dans votre âme a une pesanteur. Vous savez ceci? 13 onces est le poids de votre âme. Et dans cette âme se cache tout. Vous êtes le conquérant de votre vie. Voilà. Penda, on va se quitter sur ce message. On va y penser, y méditer. Merci. Je vous aime. Nous avons fait en studio une légère pause pour laisser à Normand le temps de
revenir à lui. Normand, quand tu es dans un état comme ça, est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit? Non, pas du tout. C'est comme mon esprit puis mon âme qui sort, et qui s'en va à un endroit X, un étang avec un lac, des arbres. Et bien, très beau. Puis, non, j'ai aucun c'est souvenir. souffrant? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fatigant. Ça ne l'est pas, c'est le contraire. Ça a commencé comment, ça? Comment tu as découvert que quelqu'un voulait s'exprimer comme ça à travers toi? Même rare. Ça a commencé dans un cours de relaxation. Ouais, J'ai beaucoup de facilité à relaxer. ouais. Donc, ce que j'ai su de la première après, c'était que quelqu'un a entendu des paroles. Puis ça s'est enchaîné. C'est comme ça que ça a commencé. C'est arrivé tout naturellement, finalement. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben, merci beaucoup d'être venu, Normand. Merci. Bon, là, c'est notre récréation. Notre moment de relaxer un peu. On va aller faire un tour au bazar des superstitions en compagnie de l'historien Daniel Turcotte. Daniel, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, oui. Daniel, de tout temps, les êtres humains ont été superstitieux. L'idée de base, c'est quoi? Pourquoi les gens semblaient être plus superstitieux avant que maintenant? Ben parce qu'on avait peut-être moins Bon, aujourd'hui, on a la science qui nous explique certaines choses, tout ça. Avant, on n'avait pas ça. Et évidemment, comme on n'avait pas la science pour nous expliquer certaines choses, on n'avait pas non plus la science pour régler certains problèmes. Donc, on Mais avait... es sûr que la science explique bien toutes les affaires avec les Hein? affaires? Es-tu sûr que la science règle Non, bien ben, en ça? tout cas, prenons... Pas nécessairement, prenons, oui. en tout cas, Donc, on est devenu plus cartésien, plus c'est ça. scientifique. OK. Et comme... Ce qui est très important de retenir dans Oui. tout ça, c'est que les êtres humains, dès le départ, se Oui. sont sentis extrêmement fragiles. Parce que, bon, le monde est hostile et tout ça. Alors, ils se sont mis à prendre des espèces de moyens, des espèces de méthodes mécaniques pour essayer de rendre les choses plus faciles. Bon, un exemple. Il y avait, eux avaient calculé qu'il y avait 7 astres errants. Oui. Donc, il y avait 7 planètes. Donc, ils se sont dit, 7 planètes qui bougent, bon, ça doit être quelque chose d'intéressant, bon, de divin. Alors, donc, automatiquement, le chiffre 7 est devenu un chiffre qui était important. Donc, à ce moment-là, on a commencé à faire toutes sortes de trucs autour du chiffre 7 et ça perdure encore puisque dans certains avions maintenant, on dit que les Boeing s'appellent 747, 737 et tout ça à cause du 7. C'est vrai, des choses qui sont restées énormément. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des superstitions qui datent, mon Dieu, de l'Antiquité, qui sont extraordinaires? Comme par exemple, je pensais au fait de bailler, de se mettre la main devant la Oui, bouche, parce qu'on par avait exemple. peur que l'âme... On se sentait toujours tellement fragile Ouais. qu'on ne voulait pas que l'âme, par exemple, sorte. Ou, bon, un truc qui est intéressant, c'est toutes les superstitions qu'on a concernant les morts. Oui. Bon, tous les rites funéraires qu'on a encore très souvent Oui. aujourd'hui, c'est tous des rites qui sont faits pour nous protéger contre l'âme des morts parce qu'on craignait très souvent ces gens-là. Oui. Un exemple très concret, pourquoi on s'habille en noir quand on est en deuil, Ouais. c'est pour pas... On croyait que les âmes voyageaient, parce que quand on mourait, on disait que les âmes quittaient pas. On voyait la mort comme une nouvelle naissance, donc ça prenait presque le temps pour faire un enfant pour mourir. Tout à oui, fait. d'accord. Donc presque 9 mois. Alors pendant ces 9 mois-là, il fallait presque se cacher, donc se rendre invisible à l'âme pour pas qu'elle nous voie. Donc on s'habillait en noir. On se peinturait en noir On aussi. se peinturait en noir et les gens sont vêtus en noir et surtout c'était les veuves qui avaient peur que le mari revienne et tout Ben, ça voyons pour donc. les accuser de Ça a pas certaines changé, choses s'ils étaient méchantes ou pas fines ou qui trompaient leur mari. Alors c'est pour ça que les femmes se mettaient des voiles. A contrario, la preuve de ça, c'est que les Africains qui sont noirs, eux, se peignaient en blanc. Pour pas être visibles. OK? Donc, c'était... Il y a toutes sortes de trucs comme ça qui sont... comme l'Halloween aussi, c'est un peu la même chose. Pour nous, l'Halloween, bon, c'est le 31 octobre, c'est les enfants qui passent. À l'époque, on croyait que c'était le moment où il y avait comme une espèce de passage et toutes les âmes se réunissaient. Donc, les gens s'enfermaient chez eux pour pas que... pour pas être pris par les morts. Et ils C'est les laissaient... morts fêtés tout seuls. Oui, ça a été tout seul, par leurs petites affaires tout seul. Alors, ils laissaient devant leur porte de la nourriture pour que les morts puissent apporter ça pour le grand voyage. Alors évidemment, à un moment donné, il y a des gens qui vont commencer à jouer des tours avec ça.
Et ça va devenir, bon, de fil en aiguille, on va arriver à l'Halloween. Daniel, d'où vient cette fameuse superstition de briser un miroir 7 ans de malheur? Bon, ça, on croyait que bon, la vie humaine obéissait à des cycles de 7 ans. Et surtout, on pensait que là, le miroir, pardon, comme on ne savait pas expliquer scientifiquement la réflexion dans le miroir, on s'imaginait que c'était nous qu'on voyait dans l'au-delà ou dans l'eau de vie. Alors, briser le miroir, briser le contact avec notre âme, avec l'autre vie. Donc, automatiquement, ça nous apportait du malheur, ça nous affaiblissait. Et comme on obéissait à un cycle de 7 ans, ça nous affaiblissait pendant 7 ans. Et le chiffre 13, il n'y a pas souvent dans les hôtels, bon, il n'y a pas 13e étage. Pourquoi? Parce que le chiffre 12, dès le temps des Babyloniens, est considéré comme un chiffre important. C'est le premier nombre qui se multiplie par et qui se divise par 1, 2, 3 et 4. Donc, automatiquement, c'était un nombre parfait. Et quand vous tombiez dans le 13, là, c'était le chaos. Donc, automatiquement, c'était quelque chose qui n'était pas très chanceux. Et le vendredi, parce que le Christ est mort un vendredi, c'était pas un jour chanceux. Donc, vendredi et 13, on fait... Et en fait, cette superstition de ne pas passer en dessous d'une échelle, ça doit être pour pas recevoir quelque chose à la tête? Ou oui, bon, ben ça, c'est peut-être... Il y a deux origines possibles. Une origine très prosaïque. C'est évident que quand tu passes en dessous d'une échelle, souvent, tu vas recevoir un galon de peinture sur la tête. Ou en tout cas, ou autre chose, Ou il y avait des gens qui disaient qu'en fait, le triangle est une forme parfaite. Si tu traverses un triangle, automatiquement, tu fais injure à une certaine forme de perfection. Donc, tu te mets en état impur, etc. Alors, il y a souvent des superstitions comme ça qui ont deux sortes d'explications. Un peu comme le miroir, il y a des gens qui vont dire, en fait, que c'est parce que les miroirs coûtaient tellement cher que les dames riches, chez qui les madames faisaient le ménage, ont inventé cette superstition-là pour pas que leur femme de ménage brise des miroirs. Daniel, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Je vois dans votre vie de belles choses, de très belles choses. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui le prétendent risquent de vous raconter pas mal de balivernes. Mais en fait, comment ça se passe? À quoi peuvent servir des supports de voyance comme des cristaux, des boules de cristal? Pour nous en parler, Jean-Marc Pelletier. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir, M. Corbet. Bon. L'image qu'on a, justement, qu'on vient de voir tantôt, la voyante avec la boule de cristal et tout, à quoi sert véritablement une boule de cristal? On voit rien dedans, finalement. Ça dépend. Il y a certains individus qui vont voir dedans. D'autres qui vont avoir des flashs. D'autres que c'est juste un support pour aller capter les vibrations de la personne. Les cristaux étant vivants, une personne qui va prendre un morceau de cristal, qui va le tenir, on va être capable de percevoir ces vibrations. Naturellement, si on est de moindrement bien connecté avec les cristaux et tout ça, et qu'on aime travailler avec ça, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire, ça. C'est à la portée de tous. Quel genre de vibration le cristal a-t-il? Oh mon Dieu, ça c'est très complexe à expliquer. Parce que premièrement, un cristal a une vibration très différente de celle de l'être humain. Sa vibration est comme on va la retrouver quand on va être dans un état de demi-sommeil. Juste avant de tomber en sommeil, un état alpha qu'on appellerait. Là, on va commencer à percevoir les vibrations du cristal et certains messages qui sont emmagasinés dedans. D'accord. Quels sont les autres types de cristaux qui seraient intéressants, avec lesquels il serait intéressant, tiens, disons, d'entrer en contact pour un être humain? Pour l'être humain, pour tout le monde, les meilleurs cristaux qui existent, c'est la métisse. La métisse, tout le monde peut s'en servir parce qu'elle draine les énergies négatives. Elle aide à faire une auto-guérison spirituelle et holistique pour nous-mêmes. Puis en plus de ça, elle va chercher toutes les profondeurs de ce que notre âme contient pour nous aider à éclairer. À quoi serait dû ce phénomène? Comment se fait-il que les cristaux ont en eux comment expliquer cette énergie-là qu'ils peuvent dégager ou ces vibrations qu'ils peuvent nous envoyer? On essaye depuis des millénaires à essayer d'expliquer qu'est-ce que le cristal peut vraiment faire. On commence déjà à utiliser la fibre optique, qui est une forme de calcite. Et on ne sait même pas jusqu'où ça va nous mener. Est-ce qu'il est important
de trouver, disons, certaines choses, certains cristaux, dans certains endroits. Est-ce que l'endroit est important à ce niveau-là? L'endroit, si on veut faire des recherches au niveau historique d'un pays, oui, l'endroit est important. Parce que le cristal, ayant pris plusieurs milliers, sinon millions d'années pour pousser, a emmagasiné toute l'histoire de ce qui se passe même à cet endroit-là. Donc, pour faire des recherches très poussées sur un endroit spécifique, si on va chercher un cristal, l'exemple, on va au Brésil, on peut reconstituer quasiment toute l'histoire de ce qui s'est passé sur les terres brésiliennes. On a de très beaux cristaux au Québec, dont un des cristals clairs qui est sur la table vient du Québec. Ici, on a plein de choses à découvrir encore au Québec. Au niveau des mines, on n'exploite que très peu nos mines, mais on a énormément à découvrir parce qu'on possède de tout. On a des plus belles variétés de grenats au monde existent au Québec. Comment faites-vous, vous, Jean-Marc, pour, quand vous parlez avec quelqu'un, pour sentir que cette personne-là, par exemple, aurait besoin de, je sais pas, d'avoir qu'elle a une connivence, si on veut, avec telle pierre, avec tel cristal? Ça, c'est un peu ce qui est en moi-même. Par la voyance que je fais et tout ça, je décèle des choses qui sont bonnes pour une personne ou des choses qui peuvent être mauvaises. Ah, parce qu'il y a des cristaux qui ne sont pas nécessairement bons pour tout le monde. Ah, ben oui. La preuve de ça, c'est que l'uranium fait partie du monde des minéraux et des cristaux. Puis c'est drôle que c'est une énergie drôlement négative. On n'aurait beau pas y croire qu'on ne pourra pas éviter l'effet. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous guider dans le choix, par exemple, de certaines pierres, de certains cristaux, si on n'a pas une connaissance profonde de ça, de notre instinct? Notre intuition va nous amener exactement au cristal qui nous convient. Même sur une table où il y aurait des milliers de cristaux, il y en a un qui va nous appeler et qui va être comme en connexion avec nous, qu'on va se sentir attiré vers lui, soit par sa couleur, soit par sa forme, soit par une expression d'un nuage à l'intérieur de ce cristal-là qui nous attire, qui nous appelle. La forme a aussi une importance. Je vois qu'il y a des triangles, il y a des ronds, il y en a qui ont une forme ovale, allongée. Il y a énormément d'utilisations qu'on peut faire avec les cristaux par leur forme. L'œuf représente la spirale de la vie, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc, en partant avec un œuf, l'œuf va s'auto-nettoyer de lui-même. Autrement dit, tout ce qui va emmagasiner de négatif va tout simplement s'éliminer par lui-même. C'est l'œuf qui vient de protester. Il est allé un peu dans l'eau, prendre son bain. Avec les cristaux qui à sa table. D'accord. Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci. La Terre a toujours été le théâtre de beaucoup de tragédies avec de nombreux rebondissements. Et en particulier au cours de ces dernières années, notre univers a été secoué par beaucoup d'événements marquants. Ces événements étaient-ils dus au hasard? Étaient-ils prévisibles? Étaient-ils concertés? Et enfin, étaient-ils évitables? Et maintenant, que nous réservent les années 92-93? Est-ce que toutes les fins de millénaire doivent nécessairement être apocalyptiques? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que
Ce sera la fin, non pas du monde, mais la fin d'un monde. Voici les prédictions de Mme Christiane Lelus. Pour le Québec, une année difficile, 92-93. Souveraineté un petit peu plus tard, pas dans l'immédiat. Réélection difficile de Robert Bourassa. 2 scandales immobiliers vont secouer Montréal et la banlieue. Pour le Canada, pas de réélection pour Mulroney. Remaniement ministériel important. Un ministre sera compromis dans une grosse affaire de pots de vin. Aux États-Unis, réélection de George Bush. Des inquiétudes pour sa santé dans l'année 93. Et le dollar aussi sera également malade. Et aura des grandes faiblesses sur le plan international. En Europe, dans les pays de l'Est, encore la guerre civile. Helsinki aura du mal à faire l'union. Elle se trouvera en difficulté et risque même de quitter sa place. En Angleterre, la famille royale sera encore secouée par des scandales et l'IRA aura une escalade de violence. Il y aura 2 attentats meurtriers, c'est très grave. En France, baisse de la popularité de M. François Mitterrand, mais il se raccrochera jusqu'à la fin de son mandat. En Allemagne, escalade de la violence par l'extrême droite. Le Deutschmark sera en montée, très importante, et deviendra la monnaie la plus importante au monde. En Italie, la mafia encore fera des siennes et puis grandira encore au niveau de la violence, ce qui apportera des changements très importants et la suite du gouvernement. Au Moyen-Orient, Saddam Hussein se montrera toujours très arrogant et très agressif. Il y aura des bombardements en Irak par la coalition des alliés. Kadhafi aussi, dangereux. Il ne faut pas l'oublier, il va se réveiller. Il risque de faire certains accords avec Saddam Hussein. À Tokyo, un scandale financier très important va mettre en péril la bourse de Tokyo et risque de crash. Des séismes, des tremblements de terre, en Russie, en Arménie, les pays entourant le bassin méditerranéen et encore la Floride. Si nous revenons sur le Québec sera plus tard une terre de prédilection, une terre d'accueil. C'est un pays qui va devenir très fort et très peuplé. Les gens vont venir chercher du refuge ici. Et puis les énergies sont très bonnes au Québec et tout va très bien se passer. Un rayon de soleil vient sur le plan de la santé. À ce niveau-là, sur la recherche médicale, des recherches très importantes au niveau des veines, notamment au niveau des maladies concernant les enfants. Des pas de géant seront faits à ce niveau-là, ainsi que sur la chirurgie, notamment avec le laser. Des cancers seront guéris presque à 100%. Malheureusement, le sida ne fait pas partie de ces cas-là. Il faudra encore attendre pour découvrir un sérum et le temps n'est pas proche pour ça et ça fera encore des ravages. Voilà, toutes ces annonces n'est pas brillant malheureusement. On s'attend que les années futures seront difficiles. Mais il faut quand même jouer avec l'amour et le libre arbitre des hommes. Si les hommes s'unissent par la prière, par leur pensée positive, par leur énergie positive, beaucoup de changements peuvent se produire. Nous avons quand même l'avenir de la Terre, de la planète qui est bien malade. Nous l'avons entre nos mains. C'est à nous à jouer, et puis à nous serrer les coudes, à nous aimer. Que toutes ces guerres cessent, que tous ces malheurs arrêtent, que cette agressivité, cette méchanceté s'arrête et nous allons vers un monde meilleur, chose qui est certaine. À tous une bonne nuit. Merci beaucoup, Madame Lelus. Je vous rappelle que Madame Lelus a fait de nombreuses prédictions comme ça au cours des récentes années, des dernières années, des 10 dernières années, qui se sont avérées vraies.
Nous surveillerons si vous le voulez bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en début d'émission, on avait envoyé comme une sonde pour vous envoyer des signaux, des messages. Et bien maintenant, c'est donc à votre tour de nous en envoyer des signaux. Vous pouvez nous écrire, nous téléphoner. Faites-nous part, tiens, de vos commentaires. Faites-nous part aussi de vos suggestions, parce que ça pourrait éventuellement nous aider à construire, à bâtir, à faire d'autres émissions en éclairant ça de façon peut-être un peu aussi différente. On pourrait aborder aussi d'autres sujets. Alors, ne vous gênez pas, on est là, on est à l'écoute. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Au revoir.